Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Une pauvre fille réconforte un ivrogne sans savoir qu'il est un millionnaire brisé. La pluie tombait drue sur les trottoirs déserts de Chicago, martelant le bitume d'un bruit sourd et régulier, comme une litanie mélancolique. Le ciel était bas, gris, chargé de nuages lourds qui semblaient peser sur la ville tout entière. Le vent glacial s'engouffrait dans les ruelles, soulevant les feuilles mortes et fouettant les vitrines sales des magasins fermés depuis longtemps. Sous un porche délabré, à l'abri précaire d'un vieux néon grésillant, Emily Carter s'accroupissait, cherchant désespérément à réchauffer ses mains engourdies. Ses doigts, rouges et tremblants, se frottaient l'un contre l'autre avec une urgence silencieuse. Ses vêtements, usés, dépareillés, imbibés d'eau, collaient à sa peau fine et fragile. La veste élimée, un jean trop grand, et ses chaussures percées, tout racontait une vie en équilibre sur le fil fragile de la survie. À 21 ans, Emily avait déjà vécu trop de nuits blanches et trop de déceptions. La mort de sa mère, quelques mois auparavant, avait brisé ce qui restait de sa sécurité. Depuis, elle enchaînait les petits boulots mal payés, toujours avec l'espoir d'un avenir plus doux. Parfois, elle dormait dans un centre d'accueil, parfois sous le toit provisoire d'un ami, et parfois, quand la chance lui tournait le dos, dans la rue même. Pourtant, malgré la dureté de sa vie, une lumière ténue brillait encore dans ses yeux. Une étincelle de douceur et d'humanité que la pauvreté et le froid n'avaient pas réussi à éteindre. Ce soir-là, alors qu'elle se pelotonnait contre le mur humide, tentant d'échapper au vent qui mordait ses joues, elle leva les yeux au moment où, de l'autre côté de la rue, une silhouette se dessina dans la pénombre. Un homme grand, au port noble malgré sa posture chancelante, avançait lentement, presque titubant, comme s'il cherchait son chemin ou fuyait quelque chose. Il portait un manteau long, visiblement coûteux, mais froissé et trempé, dont le col relevé protégeait à peine son cou fragile. Dans sa main, il serrait une bouteille à moitié vide, dont le contenu semblait plus poison que consolation. Il s'arrêta devant une vitrine fermée, dont la lumière blafarde révélait son visage fatigué et marqué, avant de se laisser glisser lentement contre le mur, le dos appuyé sur la pierre froide. La bouteille restait serrée dans son poing, comme un dernier lien avec un monde qu'il semblait avoir perdu. Emily observa la scène, le cœur serré. Autour d'eux, les rares passants pressés détournaient le regard, certains murmuraient, d'autres secouaient la tête avec dédain. La ville semblait vouloir ignorer ce tableau de misère et de détresse. Mais quelque chose dans la posture de cet homme, cette lassitude si profonde, cette détresse silencieuse qui transparaissait dans son regard, toucha Emily. Une compassion instinctive s'éveilla en elle, mêlée à une étrange curiosité. Malgré sa propre vulnérabilité, elle sentit une force la pousser à s'approcher, à tendre la main, ne serait-ce qu'un instant. « Monsieur, ça va ?» murmura Emily d'une voix timide, presque hésitante, craignant à la fois de déranger et de se faire repousser. Son souffle formait un petit nuage blanc dans l'air glacé. L'homme leva lentement les yeux vers elle. Ses pupilles, troubles et embuées par l'alcool, reflétaient une douleur silencieuse, comme un abîme où se mêlaient le regret et la solitude. Ce regard, si loin de la rudesse habituelle des ivrognes qu'elle avait croisés, déstabilisa Emily. « Laissez-moi, tout va bien » marmonna-t-il d'une voix rauque et brisée, comme si ces mots venaient d'un corps usé, exténué. Mais ses mains tremblaient, et le froid qui lui mordait les os semblait s'infiltrer jusque dans ses os. Emily, sans réfléchir, s'accroupit doucement à côté de lui, rapprochant son corps frêle du sien, cherchant instinctivement à créer une barrière contre l'hiver mordant. « Vous allez attraper froid, » dit-elle avec douceur, en retirant lentement son écharpe vieille, usée, mais encore chaude, qu'elle enroula délicatement autour de son cou amaigri. Le tissu imprégné de l'odeur de l'hiver et de ses propres soucis semblait presque ridicule face à la tristesse qui enveloppait cet homme, et pourtant, c'était tout ce qu'elle pouvait offrir. Un rire amer éclata alors, sec et déchirant, comme un coup porté au silence. « Vous avez presque rien, souffla-t-il, les yeux plissés, et vous donnez encore ?» Sa voix trahissait une surprise mêlée d'incrédulité, comme s'il ne comprenait pas comment une jeune fille dans une situation tout aussi précaire pouvait faire preuve d'autant de générosité. Emily soutint son regard, ne sciant pas. « On ne mesure pas ce qu'on a au prix, » répondit-elle doucement, « mais à ce qu'on est prêt à partager. » Cette phrase, simple et humble,
portait tout le poids de ses expériences, de ses combats, de ses peines. Elle parlait sans prétention, avec cette sagesse que seule la douleur enseigne. L'homme détourna lentement le regard, comme emporté par un flot de souvenirs et d'émotions qu'il ne voulait pas dévoiler. Pour la première fois depuis des mois, peut-être même des années, il se sentit vu. Pas comme un pauvre type à fuir, pas comme un monstre à éviter, mais comme un être humain. Un homme brisé, certes, mais toujours digne de compassion. Le silence s'installa entre eux, chargé d'une tendresse fragile, tandis que la pluie continuait de tomber, lavant doucement la nuit et leur solitude. Cet homme s'appelait Jonathan Miller, un nom qui, quelques années plus tôt, résonnait avec puissance dans les sphères économiques et technologiques des États-Unis. À 48 ans, il était l'un des entrepreneurs les plus respectés et admirés du pays, ayant bâti de ses mains une entreprise de pointe spécialisée dans les innovations numériques. Son visage souriant et assuré ornait les couvertures des magazines économiques, les interviews prestigieuses et les forums d'affaires. Jonathan était marié à Rebecca, une femme élégante et aimante, avec qui il partageait un amour profond et sincère. Ensemble, ils avaient un fils unique, Ethan, un garçon de 8 ans, plein de vie et d'innocence. Leur famille semblait parfaite, un modèle de réussite et d'harmonie. Ils possédaient plusieurs propriétés somptueuses, une villa sur les hauteurs de Malibu, un appartement de luxe à Manhattan, une maison de campagne dans le Vermont. Sa collection de voitures de collection des classiques rares et précieuses faisait la fierté de ses amis les plus proches. Son compte en banque, vaste et solide, paraissait inépuisable, fruit d'années de travail acharné et de talents visionnaires. Mais tout cela n'avait pas suffi à le protéger de la tragédie. Un soir d'hiver, une simple sortie en famille avait viré au cauchemar. Sur une route verglacée, une voiture arrivant en sens inverse avait perdu le contrôle, fauchant le véhicule de Jonathan. Rebecca et Ethan n'avaient pas survécu à l'accident. Depuis ce jour funeste, le monde de Jonathan s'était effondré. Il avait quitté la direction de son entreprise, laissant ses collaborateurs gérer seuls le navire. Ses amis, impuissants face à son chagrin, avaient progressivement disparu de sa vie. Il avait renoncé à ses projets, à ses ambitions, préférant s'enfermer dans le silence et le vide. L'alcool était devenu son refuge, son anesthésiant, une bouteille toujours à portée de main pour tenter d'étouffer la douleur insoutenable. Il errait dans la ville sans but, abandonnant sa vie luxueuse pour une existence dans l'ombre, invisible aux yeux de ceux qui l'avaient admiré. Personne, pas même ses anciens associés, ne savait où il était passé. Jonathan Miller, l'homme qui avait tout, s'était volatilisé, enseveli sous ses regrets et son désespoir. Émilie s'assit doucement à côté de lui, prenant soin de ne pas brusquer l'homme fragile qui semblait suspendu entre deux mondes. Elle ne chercha pas à l'interroger, ni à lui demander des détails qu'il n'était peut-être pas prêt à révéler. Il y avait une sagesse dans le silence partagé, une compréhension tacite que parfois, les mots ne viennent pas tout de suite. Autour d'eux, la pluie continuait à marteler le sol, son rythme régulier emplissant l'espace entre leurs présences solitaires. Le clapotis de l'eau sur le trottoir semblait presque une berceuse, douce et monotone, comme pour apaiser la douleur muette de cet homme et la sienne. Puis, dans un geste à la fois surprenant et désarmant, Jonathan lui tendit la bouteille qu'il serrait depuis un moment, comme s'il cherchait un dernier réconfort ou une ultime résistance. Émilie secoua doucement la tête, un sourire triste aux lèvres. « Non merci. Mais je peux vous écouter, si vous voulez, » dit-elle avec douceur, son regard ancré dans le sien, offrant plus qu'une simple phrase, une invitation à être entendu, sans jugement. Jonathan haussa les épaules, hésitant, comme s'il combattait une guerre intérieure. Puis, comme une digue qui cède, les mots commencèrent à s'échapper, fragmentés et maladroits au début. Il parla de pertes, lourdes et irréparables. Il évoqua une maison trop grande, où les rires d'enfants avaient cessé depuis longtemps. Parla de silence pesant, de souvenirs qui brûlaient comme des flammes dans son esprit. Il parla d'un vide qui avalait tout, d'un avenir qui semblait s'être figé. Émilie, sans comprendre les détails matériels ni le manoir de 1200 mètres carrés, ni les voitures de collection valant des centaines de milliers de dollars, percevait la véritable profondeur de sa souffrance. Pour elle, c'était simplement l'histoire d'un homme qui avait tout perdu et se retrouvait seul face à ses démons. À son tour, elle osa ouvrir son cœur, dévoilant une part d'elle-même, aussi douloureuse mais d'une autre nature. Elle raconta une enfance marquée par la précarité,
une mère courageuse qu'il avait élevée seule avec une force incroyable, puis le grand vide laissé par sa disparition. La solitude, le froid des nuits sans abri, la lutte quotidienne pour garder espoir malgré tout. Jonathan l'écoutait attentivement, sans interrompre, sans porter le moindre jugement. Pour la première fois depuis longtemps, il entendait quelqu'un qui parlait avec authenticité, qui ne cherchait pas à le sauver ni à lui imposer des solutions, mais simplement à être là, avec lui, dans cette douleur partagée. Dans ce moment suspendu, deux âmes blessées, venues de mondes si différents, se trouvaient liées par une humanité profonde. Et ce simple échange, fragile et précieux, ouvrait une porte vers un possible renouveau. À l'aube, la pluie avait enfin cessé. Le ciel, encore voilé de nuages lourds, laissait filtrer quelques rayons timides de lumière dorée, annonçant un nouveau jour. Le trottoir, devenu un tapis luisant de gouttes et de flaques, reflétait la lueur naissante. Jonathan, épuisé, s'était endormi là où ils s'étaient rencontrés, la tête posée avec douceur sur l'écharpe usée que lui avait donnée Émilie. Le tissu, imbibé de cette chaleur humaine rare, semblait lui offrir pour la première fois depuis longtemps un refuge fragile contre le froid qui le rongeait. Émilie, silencieuse, regarda un instant l'homme endormi. Avec une hésitation mêlée de tendresse, elle glissa dans la poche de son manteau un petit morceau de papier qu'elle avait écrit quelques instants plus tôt, ces mots porteurs d'espoir. Peu importe où vous irez, souvenez-vous qu'il reste toujours des gens prêts à vous tendre la main. Elle se releva lentement, emportant avec elle l'écho de cette nuit, un mélange d'ombre et de lumière. Elle ne savait pas encore que ce simple message allait devenir pour Jonathan une étincelle, une flamme vacillante au cœur de son obscurité. 2 semaines s'écoulèrent. Pendant ce temps, Jonathan lutta avec ses démons intérieurs. Ce mot, ce geste inattendu d'une inconnue venue d'un autre monde, s'imposa à lui comme une vérité essentielle. Peu à peu, il trouva la force de prendre une décision. Il contacta une clinique spécialisée, prête à l'accueillir pour un programme de désintoxication. C'était un premier pas vers la reconstruction, une porte entr'ouverte sur une possible renaissance. Dans un effort symbolique et concret, il vendit plusieurs de ses biens personnels, des voitures, des œuvres d'art, des objets de valeur, et consacra une partie de cet argent à créer un petit programme d'aide aux sans-abri de Chicago, en mémoire d'Emily, la jeune femme qui lui avait tendu la main sans rien attendre en retour. Malgré ses recherches, Jonathan ne parvenait pas à retrouver Emily. Il interrogea les centres d'accueil, les associations, parcourut les rues qu'elle lui avait décrites, mais elle semblait s'être effacée, insaisissable comme un souffle. Puis, un jour, par un hasard improbable, il la retrouva. Emily travaillait dans une petite bibliothèque communautaire, un lieu modeste mais chaleureux, où elle aidait les enfants du quartier à découvrir le plaisir des livres et des histoires. Leurs regards se croisèrent, et le temps sembla suspendre son cours. Ce fut le début d'un nouveau chapitre, celui où 2 destins se croisaient à nouveau, porteurs d'un espoir fragile mais sincère. Il poussa la porte de la petite bibliothèque communautaire avec une assurance tranquille. Son pas était sûr, son allure droite et soignée. Fini l'homme titubant au manteau froissé et à la bouteille à la main. Il portait maintenant un costume sobre, un manteau classique, et son visage, bien que marqué par les épreuves, reflétait une nouvelle sérénité. Émilie, penchée sur une pile de livres, leva les yeux. Son regard scruta cet homme qui lui semblait familier, mais difficile à replacer au premier instant. Ses sourcils se froncèrent légèrement, puis ses yeux s'illuminèrent d'une étincelle de reconnaissance. « Jonathan » souffla-t-elle, incrédule. Il lui adressa un sourire doux, presque timide. « Oui. Et je crois que je vous dois plus qu'un simple merci. » La voix, calme et posée, portait toute la gratitude et la reconnaissance qu'il avait accumulée depuis leur première rencontre. Le poids des mois passés semblait s'être allégé d'un seul coup. Ce soir-là, dans la lumière chaude et tamisée de la bibliothèque, Jonathan lui raconta son histoire, celle qu'il avait longtemps gardée enfouie. Il lui expliqua qui il était vraiment, le patron d'une grande entreprise, le mari et père brisé, l'homme qui avait tout perdu avant de se perdre lui-même. Émilie, stupéfaite, écoutait, ses émotions mêlées entre surprise, compassion et admiration. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire, un sourire sincère, plein de douceur. « Je vous ai aidé sans rien attendre en retour, » lui dit-elle simplement, « mais je suis vraiment contente de voir que vous allez mieux. » Jonathan,
ému par sa générosité et sa simplicité, fit une proposition inattendue. « Je veux financer vos études, dit-il avec sérieux, sans aucune condition, juste parce que je crois en vous. » Émilie hésita longuement. L'idée de recevoir une telle aide, venant de cet homme qu'elle n'aurait jamais imaginé revoir, la bouleversait. Ce n'était pas tant l'argent qu'elle redoutait, mais la peur de perdre son indépendance, de devenir redevable. Finalement, elle accepta. Pas pour l'argent, mais parce qu'elle sentit, au fond d'elle, la sincérité de Jonathan. Parce qu'elle savait qu'il ne lui offrait pas simplement une aide matérielle, mais une confiance précieuse, un geste chargé d'espoir. Ce soir-là, un nouveau lien se tissait entre eux, fragile mais puissant, une promesse d'un futur à construire ensemble, loin des ombres passées. 1 an plus tard, Emily Carter avait changé de vie. Elle suivait désormais des cours d'assistante sociale dans un petit institut communautaire, déterminée à transformer sa propre histoire en une force pour aider les autres. Chaque jour, elle puisait dans sa résilience, son expérience de la précarité, et surtout dans la lumière que Jonathan avait rallumée en elle, pour accompagner ceux qui, comme elle, avaient besoin d'une main tendue. Ses journées étaient rythmées par les cours, les stages en association, et les rencontres avec des personnes en difficulté. Parfois, la fatigue la gagnait, parfois les souvenirs sombres ressurgissaient, mais jamais elle n'oubliait cette promesse silencieuse qu'elle s'était faite, faire du monde un endroit un peu plus humain, un peu plus juste. De son côté, Jonathan Miller était redevenu un homme debout. Sobre, lucide, il avait repris progressivement les rênes de sa vie, non pas pour retrouver la gloire d'antan, mais pour bâtir quelque chose de plus vrai, de plus profond. Il participait activement à des projets de réinsertion, investissait dans des programmes sociaux, et s'engageait à lutter contre les démons qui l'avaient autrefois submergé. Mais au fond de lui, il savait que sa plus grande richesse n'était pas dans les chiffres de son compte en banque, ni dans les biens matériels qu'il avait autrefois possédés. Non. Sa vraie fortune résidait dans ce soir pluvieux, froid et sombre, où une fille pauvre, vêtue d'une simplicité bouleversante, lui avait offert non seulement une écharpe usée, mais surtout un fragment d'espoir. Cette écharpe, symbole de chaleur humaine, de compassion inattendue, était devenue pour lui le fil fragile qu'il avait tiré hors de l'abîme. Elle lui rappelait que, même dans les pires moments, la bonté existe, prête à émerger des mains les plus humbles. Et tandis qu'Emily et Jonathan, liés par ce destin singulier, poursuivaient leur chemin, ils savaient que parfois, une simple main tendue pouvait changer une vie entière, et que c'était là, la vraie grandeur de l'humanité.